C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'une tasse de tech en compagnie de l'extraordinaire, du virtuel, Alain McKenna. C'est mon avatar, Pascal, c'est mon avatar qui est là. Je suis en mode virtuel parce qu'en fait, on va vous en parler plus tard dans l'émission, mais j'ai sur la tête en ce moment le casque Vision Pro d'Apple, le fameux casque. Puis plutôt que de vous montrer un casque et vous dire ce que ça fait, je dis, tiens, on va vous montrer un petit peu c'est quoi l'espace virtuel ou l'avatar. Eux, ils appellent ça le persona, là, qui est cette espèce de personnage qu'on crée. C'est un peu, écoute, la création de personnage, c'est un peu bizarre, on en parlera tantôt, là, mais ça permet de se reproduire en numérique, là, comme vous voyez en ce moment. Ce que vous voyez pas en ce moment, c'est que j'ai pas du tout l'air de ça en vraie vie en ce moment, parce que j'ai premièrement pas la même barbe, parce que j'ai oublié de la raser. J'ai détaché mes cheveux, fait que là, j'ai les cheveux longs, puis j'ai un casque sur la tête, donc j'ai clairement pas les yeux dégagés. Et j'ai pas aussi non plus le même chandail. Donc clairement, c'est une façon de s'idéaliser, de se projeter dans le virtuel, mais ça permet de faire des choses pas mal de fun avec le casque, on en parlera tantôt. Oui, puisque tu parles du casque Apple Vision Pro et ceux qui nous écoutent vont peut-être se demander de quoi on parle. Ça va vous encourager. Je vous le dis, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur notre version YouTube du podcast parce que quand je t'ai vu apparaître, je me suis dit, OK, il a mis un filtre. Il a mis un filtre pour l'adoucir. Écoute, t'es tout beau, tout rasé, mais t'es un peu bizarre. Et là, tu me dis, j'ai le casque Vision Pro et tu n'utilises pas de micro en ce moment? Le son me semble J'ai très bon. des AirPods Pro, en fait, qui sont recommandés d'être portés avec le casque. On n'a pas besoin d'avoir des écouteurs pour que le casque fonctionne, mais tu sais, le son n'aurait pas été terrible pour nous. Déjà qu'on on a eu de la misère avec le son Ben oui. dans le dernier épisode. Je n'allais pas en rajouter. Mais oui, ça crée un environnement. Écoute, c'est assez fou. Puis à la limite, je pourrais être présentement n'importe où dans le monde, puis j'aurais l'air de ça pareil, avec le même environnement derrière moi et tout. Donc, Oui. ça enlève. Tu sais, Apple pose beaucoup pour son casque en utilisation de travail, de télétravail. Ça, c'est un bel exemple. Effectivement, ça peut le faire, puis les gens ne sauront Oui. pas où est-ce qu'on se trouve sur la planète. Il faut que tu expliques, on va en parler dans la partie des critiques de produits, comment tu as généré cette persona-là, comment tu as généré cet avatar-là, ça m'intrigue beaucoup. Et je te le dis, j'ai eu un aussi grand choc quand je t'ai vu enlever le casque. Qu'est-ce que tu as c'est l'air ça. vraiment? Parce qu'il a fallu que je bidouille dans Zoom. Écoute, on en parlera tantôt. Je vais vous dire ceci juste pour rendre ça plus amusant et rester avec nous parce que je vais vous expliquer comment ce que vous voyez en ce moment, en partie, est le fruit d'une technologie québécoise. Oh là là! Alors Ouais, écoute, on va il y a un commencer petit par peu de nous saluer. là-dedans. On va saluer nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub, sans qui le podcast n'existerait pas. On les remercie. Merci de nous permettre de manger et de prendre du poids éventuellement. On va parler, écoute, du Galaxy Unpacked, l'événement qui a eu lieu à Paris. Oui. Les aubaines des Prime Days d'Amazon, du casque Apple Vision Pro, on l'a mentionné, des photos Google, on va parler des taxis volants, on va parler d'intelligence artificielle. Je suis sûr qu'on va en parler quelque part là-dedans. On va parler oui, c'est ça. Ça serait. Écoute, si on arrive à ne pas parler d'IA pendant la prochaine heure, quelqu'un, je sais pas, on mérite un prix, je sais pas c'est quoi. On se prend un café bonus, Pascal, c'est clair, dans nos tasses réelles et virtuelles. Je peux pas générer une fausse tasse dans mon avatar, malheureusement, Non. parce que j'en ai une vraie ici. Et c'est Là, ça. si je la prends puis je m'accroche dans mon casque, premièrement, je pense que je casse le casque, je fracasse la vitre, et deuxièmement, je verse du café à côté de ma bouche et personne ne veut ça. Et ça, c'est l'autre chose que les gens vont voir, ceux qui nous regardent en vidéo. Quand tu tiens des objets ou que tu manipules des objets, on voit très bien ta main, mais on voit pas ce que tu tiens. Et ça, c'est encore plus féerique de voir tes mains virtuelles apparaître, très bien rendues, très surprenant. Est-ce qu'on commence par la première nouvelle, Alain, avec Google Photos qui va permettre de transférer toutes ces photos vers Allons-y avec iCloud notre Photos? espresso d'actualité technologique et Ah-ha! celle-là commence en force. En fait, écoute, évidemment, dans le communiqué d'Apple et de Google, on dit nous faisons avancer le progrès d'une ouverture, d'un partage des données entre utilisateurs, blablabla. En gros, c'est qu'Apple et L'interopérabilité. Google viennent de faire une fraction de ce qu'on aimerait qu'ils fassent avec tout le reste. Et c'est étonnant. Pour une fois, c'est comme à l'envers. Parce que souvent, c'est genre Apple ouvre son truc et les gens de Google ou d'Android pourront ensuite tirer leurs données. Là, c'est le contraire. C'est que les gens qui ont beaucoup de photos sur Google Photos pourront tout importer ça sur iCloud Photos. Donc, on pourrait transférer dans la bibliothèque iCloud des produits Apple les photos qu'on prend et qui se trouvent dans Google Photos. Google Photos est présent sur le téléphone Android, évidemment, sur tous les appareils Android et ainsi de suite, et aussi sur iPhone. Donc, on peut
automatiquement, sans faire trop d'efforts, prendre toutes les photos sur notre iPhone et les envoyer ou sur iPad ou peu importe, et les envoyer dans Google Photos. Et là, ça, c'est ouvert ensuite, c'est accessible de partout, sur n'importe quel appareil. C'est même en ligne sur photo.google.com. iCloud, évidemment, est exclusif aux produits Apple. Donc là, ce qu'on dit, c'est que vous pourrez aller récupérer vos appareils et vos photos, c'est-à-dire pas vos appareils, mais vos photos dans Google Photos et les transférer sur iCloud. Donc, ça marche à l'envers. Je ne sais pas à quel point ça ouvre l'écosystème de la photo numérique, là, dans le sens où une fois que tu es dans Ben, iCloud, tu ne peux pas aller même ailleurs non plus. c'est Mais ça. pour les gens Quand qui achètent un téléphone, un iPhone, puis qui avaient des téléphones Android avant, ça simplifie bien des choses, je vais dire ça comme ça. Mais je suis pas sûr que Google sort gagnant de ça, mais ce qui serait le fun, c'est que ça soit comme ça sur tous les environnements numériques, de contenu numérique qu'on crée soi-même, là, que ce soit plus compatible d'un à l'autre, définitivement. Ben oui, plus c'est interopérable, mieux c'est. C'est une C'est des le choses qu'on mot-clé. répète souvent Yep. à une tasse de tech. Moi, je voulais parler de ma raison d'écouter les Jeux olympiques de Paris, l'essai de taxi volant qui va avoir lieu. Oui. Écoute, c'est depuis Mhm. 2016 qu'on parle de la compagnie Volocopter qui propose ces drones dans lesquels on peut embarquer 2 passagers. C'est comme la cabine d'un hélicoptère, mais avec 18 hélices sur le dessus qui Mhm. sont alimentées par 9 batteries rechargeables. Il y a beaucoup de redondance là-dedans. Je pense que ça peut fonctionner avec juste 4 des 18 hélices sans s'écraser. C'est quand même assez impressionnant. C'est On un veut ça, oui. petit drone 2 places, donc c'est assez Mhm. gros, assez surprenant. On va pouvoir en faire l'essai. Le groupe aéroport de Paris a reçu l'autorisation pour faire une plateforme flottante près du quai d'Austerlitz pour le décollage et l'atterrissage des vols d'essai. Des drones habités pendant les Jeux, je trouve ça complètement débile. La question combien ça coûtera rien parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de faire des vols payants commerciaux. Ce n'est pas commercial, oui. Fait que ça va être des vols de démonstration. Bien de voir ça. L'autonomie est de 30 km seulement. C'est pas beaucoup, mais ça se fait à 110 km/h, sans passer par la circulation, sans feu rouge, sans rien. C'est vraiment fantastique. Ils vont pouvoir voler entre les quais d'Austerlitz, Charles de Gaulle, Le Bourget, l'aéroport d'ici, les Moulineaux. Ben oui. Ça, on dirait une Ben émission oui. pour enfants. Moi, ça me fait rire beaucoup, beaucoup. Les Ici, les tests, ils moulineaux. doivent avoir lieu entre 8 h et 17 h. C'est assez limité. Il n'y a pas plus de 2 vols par heure. Pourquoi? Parce qu'on craint la pollution sonore. Le drone volocoptère, qui s'appelle Volocity, serait 4 fois moins bruyant qu'un hélicoptère standard, mais ça reste quand même un bruit qui peut être Ça s'entend. embêtant. Je Oui, pense aux oui. gens qui se plaignent du REM, qui circulent régulièrement. C'est un nouveau bruit, c'est un grondement, c'est un bruit qui va apparaître, qui peut être embêtant. Fait qu'on va tester ça à Paris. Fait que pendant les Jeux, je suis convaincu que quand on va voir des scènes de Paris, des Jeux et tout, on va sûrement voir Ah, le il va y drone, le avoir, c'est sûr qu'il va y avoir volocoptère du visuel, oui. qui va être là-dessus. Et ce qui est flyé, c'est ceux qui ont Flight Simulator de Microsoft. J'en parle souvent, ça me fait triper. On peut voler avec le Volocity de Ah, Volocopter, fait qu'essayez-le. Voler au-dessus de Paris, vous allez pouvoir voir ça c'est très fou bientôt. ça. Qui sait, on va peut-être avoir ça au Québec, à Montréal bientôt pour se déplacer de l'aéroport au centre-ville très rapidement et on Ouais. espère pas trop, à prix pas trop élevé. C'est une belle évolution de la société, je vais dire ça comme ça, de voir les essais de solutions de transport intégrées aux Jeux olympiques. Parce qu'à Tokyo, évidemment, il y a eu la pandémie, donc ça a fait un peu avorter tout le projet. Mais Toyota, qui est évidemment un constructeur japonais, avait comme pris d'assaut tout le site olympique à Tokyo et devait offrir du transport autonome en hydrogène. Tu sais. On avait réinventé la mobilité autour des Jeux olympiques. Là, clairement, à Paris, on essaie ça aussi. Je pense que ça vient maintenant avec les Jeux olympiques ou les gros événements Oui. comme ça où on veut en plus démontrer qu'il y a des solutions de mobilité qui existent, qui sont meilleures que celles qu'on a en ce moment. Le problème, c'est que ça reste toujours au stade du prototype et qu'on n'a toujours pas réglé la question de la mobilité. Mais ça, on gardera ça pour un autre podcast, sur un autre sujet, pour un autre tantôt. Ben, Nous, on va rester en Europe, par contre, parce que, Oui, petite nouvelle qui, je pense, va un peu dans le sens de ce que je disais tantôt avec Google et Apple, mais concerne surtout Apple, c'est que l'Union européenne voulait qu'Apple ouvre son protocole Apple Pay, ou en fait toute la technologie, tout l'accès à la puce NFC, à toute cette technologie qui permet de faire du paiement sans contact pour que Apple Pay ne soit pas la seule option de paiement disponible sur l'iPhone. Clairement, l'Europe n'aime pas Apple, là, ils sont tout le temps sur leur dos. je Et pense là, pas qu'ils Apple n'aiment a pas Apple. accepté. C'est qu'ils veulent qu'Apple respecte les Ben, règles. il y a une question où, je veux dire, évidemment, mais c'est une technologie qui est américaine, donc pour eux, en partant, tu sais, s'il y avait le téléphone européen, je ne sais pas si on aurait la même approche, mais
On en reparlera un autre tantôt. Donc, Apple a décidé d'offrir l'accès à la technologie NFC sur ses iPhones à partir de maintenant gratuitement au portefeuille numérique tiers, donc qui sont pas nécessairement Apple Pay. Donc, pour les gens qui ne veulent pas utiliser les services Apple sur iPhone, ben, on pourra bientôt, probablement, peut-être ici aussi, je ne sais pas à quel point Apple va commencer à départager les régions pour fermer son écosystème ailleurs, mais on sent que ça s'ouvre là-dessus aussi. Donc, une autre bonne nouvelle de ce côté-là. J'imagine Google Pay, pas les Samsung, mais les services PayPal, les Venmo. Il y a beaucoup de services qui existent en dehors du Canada qu'on connaît moins ici parce que les banques canadiennes, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça s'ouvre tranquillement pas vite de ce côté-là aussi. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Moi, je fais partie d'une autre bonne nouvelle. On va pouvoir, avec les imprimantes HP, imprimer sans avoir besoin de connexion Internet. Et Ah. ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est quand la dernière fois que tu as imprimé un document, Alain? Moi, je sais juste que si je pouvais imprimer sans, parce que je manque toujours de papier. Tu sais, on Ben arrive toujours oui, pour imprimer, puis ben quand tu as oui. besoin du document important, tu n'as plus de papier. Bon, ben moi, c'est cette partie-là de l'affaire qui m'embête. Ou alors, il n'y a plus d'encre. Ou alors, le niveau d'encre est bas, puis tu n'as pas touché à l'imprimante depuis 3 ans. On imprime beaucoup moins qu'avant, ça, il faut On se le dire. imprime beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Des fois, je le fais pour le boulot. Moi, je vous le dis tout de suite, là, les imprimantes au laser, ça change une vie. L'encre ne sèche jamais. Ben, le Tu pas de toner, c'est pour cela. problème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tandis que les cartouches d'encre à jet d'encre, ça sèche tout le temps au moment où on en a le plus besoin. Il y a HP qui va cesser de vendre des imprimantes qui demandaient une connexion Internet pour se connecter. Une série d'imprimantes qui étaient économiques, qui étaient qui étaient abordables, qui devaient être connectés à Internet pour fonctionner, qui avaient... Écoute, le fait d'être connecté à Internet te donnait droit à 1 an de garantie supplémentaire. Ça te permettait de t'abonner à un service, imagine-toi donc, qui t'envoyait automatiquement des cartouches dès que tu commençais à Ben manquer oui. d'encre. Donc, Ben oui. surprise, tu reçois une cartouche d'encre avec la facture qui allait avec. Sauf que, évidemment, si tu utilisais des cartouches qui n'étaient pas d'HP, ça annulait le fonctionnement, ça brisait. Évidemment, tout ce que tu imprimais, ça gardait des informations sur toi, quand, où, comment, qu'est-ce que tu imprimes, à quelle fréquence, ce qui n'est pas le fun. Donc, on va pouvoir maintenant imprimer sans avoir Sans se besoin de casser se la tête. connecter à Internet. Avant, on le branchait directement dans son ordinateur. Maintenant, je trouve que c'est légitime de passer par le réseau. Tu peux avoir ton imprimante dans le fond d'un tiroir, puis quand tu en as Ouais. besoin, tu n'as pas besoin de la L'imprimante brancher Wi-Fi, oui. physiquement. Ou tu peux avoir un service Mais Internet pour imprimer de l'extérieur vers la maison. Je ne sais pas imprimer de combien de fois l'extérieur. dans une vie on a besoin de faire ça, mais ça C'est peut ça. arriver. Ça arrive très rarement là, que tu es en Ouais. déplacement puis tu dis Hey chérie, peux-tu, s'il te plaît, regarde dans l'imprimante, j'ai imprimé quelque chose. Peux-tu nettoyer l'imprimante qui a bloqué parce que. Ben oui, c'est ça. Puis remplacer le Aïe, aïe, choc. aïe. On va parler des produits Samsung, mais on va parler aussi de la Pixel Watch 3. Ouais, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que la Pixel Watch, que j'aime beaucoup, malheureusement, les défauts qui fait que je l'aime pas mal moins que je voudrais l'aimer. Je vais dire ça comme ça parce que On veut l'aimer. on en a parlé, hein, 2 générations d'une montre qui, à mon avis, pour moi, pour mes goûts personnels, je la trouve trop petite, mais aussi un affichage avec un très, très grosse bordure. Donc, elle avait l'air un peu déjà vieillotte dès jour 1. Là, on présenterait le mois prochain une nouvelle Pixel Watch 3 qui serait beaucoup mieux. Entre autres, elle va être un plus large cadran. Il va y avoir une version à 41, une version à 45 mm. Donc, déjà, en partant, ça va être le Ouh! fun. Et on Oui. aurait réduit la bordure de 5 mm et demi à 4 mm ou 4 mm et demi selon le cas. Ça Donc, reste il y une a bonne encore bordure. une bordure, mais elle va être un petit Oui. peu plus étroite. Mais surtout, on a doublé la luminosité. On parle de Ouh! 2000 nits. Donc, c'est une montre qu'on va pouvoir regarder en plein soleil sans se casser la tête. Et on promet aussi une connexion ultra wideband. Ça, c'est pas une technologie qu'on utilise beaucoup, mais pour l'instant, ça sert à repérer des appareils à proximité. L'application le Find My Device chez Android, puis c'est la même chose, c'est Find My chez Apple, permettent de repérer des appareils euh, très largement avec la connexion Internet, mais plus localement, une affaire de quelques centimètres avec cette technologie-là. Et là, on l'aurait intégré pour vrai dans le Pixel Watch. Donc, on pourra retrouver non seulement la montre, mais inversement, à partir de la montre, on peut trouver son téléphone ou autre chose. Et enfin, on intégrerait aussi la version à 5 GHz de la bande Wi-Fi. Ce qui fait comme. Ça sonne un peu comme hey, il serait à peu près temps que ça se fasse. Et là, on le ferait. Ça permettrait, entre autres choses, de streamer en bon français de la musique plus facilement à partir de la montre ou des contenus plus riches parce que le Wi-Fi 2.4 GHz, c'est un petit peu moins généreux en termes de bande passante, mais a une meilleure portée dans l'espace. Donc, allez voir.
Allez savoir, mais on aura peut-être une Pixel Watch pas mal plus attrayante. Évidemment, une question de prix à suivre, mais dans la foulée de l'annonce de Samsung, que tu le disais bien, c'est bien de savoir qu'il y a ça aussi qui s'en vient. Donc, prenez ça en note, les gens qui se magasinent un nouveau kit mobile, parce qu'on n'achète plus un téléphone, on achète un kit maintenant. Il y Oui. a ça à considérer aussi. J'aime beaucoup, beaucoup la luminosité élevée parce qu'une des fonctions dont, étrangement, je me sers beaucoup, beaucoup avec la montre Polar que j'utilise, c'est la fonction lampe de poche. Oui. Des fois, tu fais juste allumer ta montre et l'éclairage est tellement puissant que ça te permet de t'orienter dans une pièce où tu n'es pas fait. Écoute, vraiment pratique comme fonction. Fait que Mhm. 2000 nits, ça va être encore plus puissant. Je vais pouvoir m'éclairer avec beaucoup plus de plaisir. Bien hâte de l'essayer. Puis, ben oui, on parle de dark, on parle de noirceur. Je vais faire un lien. Ouais, c'est pas le lien que je pensais pas que tu allais Oh! faire ce lien-là. Ah oui, 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 écoute, on va parler de dark web, puisqu'on parlait de Uh-huh. lampe de poche. Vraiment, c'est sorti comme ça. Google va bientôt offrir la surveillance du dark web gratuitement. C'est une fonction qui était réservée aux gens qui avaient le service Google One. Mhm. On a enlevé, entre autres, le VPN. On a enlevé. Google aime ça, remanier ses services régulièrement. Je suis pas sûr, j'aime Ouais. ça, moi, parce qu'il y a plein de belles applications de fonctions qui étaient offertes qui sont disparues. La bonne nouvelle, c'est que la fonction de surveillance du dark web va être offerte gratuitement à tous les utilisateurs de Google. Tu vas pouvoir aller dans tes données résultats vous concernant et tu vas pouvoir voir si on parle de toi sur le dark web, qui est souvent un indice que ben il y a eu une fuite de données et que les données sur toi, ton numéro de Sont téléphone, là. ton adresse email, tes mots de passe circulent sur le web. Le truc qui est drôle, c'est que si tu vas sur My Activity, j'ai vu, c'était pas encore activé officiellement. On parlait encore de Google One, mais d'ici la fin du mois, ça devrait être opérationnel pour tout le monde. Il va falloir donner à Google les informations qu'on veut que Google surveille. Et ça m'a un peu Mhm. surpris. Et c'est quoi ton nom? OK, il faut que je te le dise. Faut que je te leur Mhm. donne. C'est quoi le numéro de Google qui sait déjà tout téléphone? ça. Ben oui. C'est ça, quel est le numéro de téléphone que tu veux que je protège? Et là, il Ah. faut faire confiance à Google qui, évidemment, va pouvoir à ce moment-là vérifier si notre mot de passe circule dans le côté noir de l'Internet, où Internet circulent des obscur. choses plein de choses pas propres. L'Internet ombragé. Mmh. Ouais, effectivement. Ah! On parle souvent de gadgets, hein, n'est-ce pas, à une tasse de thé, c'est un Mmh. peu le but de la chose, évidemment. On parle aussi souvent de l'importance de ne pas acheter impulsivement et compulsivement tout et n'importe Oui. quoi, surtout au prix de détail, suggéré parce qu'il y a souvent des rabais et ça vient souvent, plus intéressant d'attendre un peu. Eh bien, si vous êtes tanné d'attendre, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Les 16 et 17 juillet prochains, ça c'est entre ici et notre prochaine balado, donc c'est pour ça qu'on en parle. C'est à ce moment-là qu'auront lieu les Prime Day d'Amazon, les fameuses journées Prime qu'Amazon organisait aux États-Unis avant, maintenant aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Et ce sont Oui. des journées où il y a beaucoup de rabais dans l'électronique, surtout dans les technos. On parle de rabais qui peuvent aller jusqu'à 60. Donc, si vous magasinez pour les vacances, pendant les vacances ou peut-être en vue de la rentrée, là, des petits appareils électroniques, ce sont peut-être les deux bonnes journées à aller voir sur Amazon ce qui se trame en termes de rabais. C'est le bon moment aussi pour faire un achat groupé parce qu'on sait, on parle beaucoup des frais, des problèmes de livraison liés à Amazon, surtout au niveau du déplacement des nombreux camions là, qui ne sont pas tous électriques, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas un tabarouette qui est électrique. Donc, il y a la pollution que ça entraîne et tout le reste. Donc, c'est peut-être un bon moment si vous voulez sauver des sous de magasiner là, quitte à voir le prix et aller ensuite en magasin plus près de chez vous et à dire hey, je les ai vus à ce prix-là, est-ce que vous pouvez l'accoter ou le battre? Ça, il y a bien des fabricants, pas des fabricants, des détaillants qui vont faire ça, qui vont dire hey, si tu trouves un meilleur prix ailleurs, on l'accote. Ben là, c'est l'occasion d'aller voir un bon prix. Donc, prenez note, 16 et 17 juillet. Oui. Évidemment, oui, tu fais bien de le mentionner, les grandes chaînes rivales à Amazon vont probablement faire des rabais dans les mêmes Oh périodes oui, aussi. surveillez ça. Déjà, je suis bombardé. Si tu as reçu des colis, ça m'a fait rire. J'ai reçu un colis d'Amazon et il y a un gros ruban qui t'indique, n'oubliez pas les 16 et 17, mais tu as déjà aussi des offres pré-Prime Days. Tu as Best Buy, Walmart et compagnie qui font aussi mystérieusement des aubaines au même moment. Et le truc qu'il faut savoir pour les Prime Days, c'est qu'il faut être membre Amazon. Tu peux t'inscrire gratuitement pour 30 jours, version d'essai. Et une des belles fonctionnalités que les gens ne savent pas d'Amazon Prime, c'est que tu as le droit à du stockage de photos illimité gratuit. Hmm. Et ça, c'est encore là. Je ne sais pas pour combien de temps, mais ça, on parlait de transférer ces photos de Google à Apple qui, à un moment donné, coûtent des sous au-delà d'une certaine quantité. Sur Amazon, ça reste illimité. On touche du bois, c'est inclus. Puis en plus des vidéos, Prime Video, en plus de la musique gratuite. Si on fait beaucoup de commandes sur Amazon, ça peut être embêtant là, pour à peu près 100 $ par année. Ouais, Tu as droit à la 109, livraison. 119. Mhm.
Tu as la livraison gratuite, tu as la musique, tu as les vidéos et tu as en plus du stockage illimité de photos, c'est à considérer. C'est un bon deal, en fait. Il y a pas de doute. Amazon Prime pour les gens qui magasinent un peu. Il y a tout plein d'autres considérations, mais bon, ça, c'est un plus. Ce sont nos espressos de tech qui se terminent. Je te vais prendre une gorgée de café Ouais. qui me semble plus généreux. Alors, on va y aller, nous aussi, dans les nouvelles plus abondantes. En fait, on va faire le bilan de ce qui s'est passé au Louvre, hein, à Paris, parce que c'était au Louvre, la conférence Samsung Unpacked qui a eu lieu cette semaine. Mais juste avant d'en parler, on présente notre ami et partenaire d'InfoBref, qui, vous le savez, est une infolettre quotidienne qui débarque dans votre inbox à 5 heures du matin, qui vous propose 10 nouvelles à connaître pour commencer votre journée du bon pied. Ça, avec une bonne tasse, virgule de tech. C'est pas mauvais. Allez voir ça, c'est gratuit. C'est sur infobref.com. Ça tombe dans votre inbox. Essayez ça. Vous pouvez aussi. Je pense qu'il y a une pause de balado. Ils avaient une balado pendant un bout de temps, mais je pense qu'ils ont pris une pause estivale. Si vous avez besoin de balado, vous nous écoutez. Abonnez-vous, ça vaut la peine aussi. On vous dit plein de belles choses, dont notamment l'organisation ce mercredi de Samsung Unpacked 2024, où on Mhm. présentait pas mal des choses assez connues, là. On savait qu'il allait avoir 2 téléphones pliables. On savait qu'il allait avoir un anneau connecté, le Galaxy Ring. Il y a aussi eu une montre. En fait, il y a 2 montres et clairement, on s'en va dans une tendance. On suit beaucoup Apple. Je regardais les principales critiques. C'est «Ah, Samsung, ils font comme Apple». Donc, il y a cette critique-là. Il y a aussi les nouveaux écouteurs Galaxy Buds 3 et 3 Pro. Je ne sais pas comment tu veux décomposer ça. Je pense que tu voulais nous parler de la Galaxy Ring en premier, Pascal. Ben, écoute, elle ne sera pas disponible au Canada, tout simplement. Ah, Et OK, mon ça, Dieu, c'est quelque je savais chose. même pas. C'était juste ça la Ah ouais. nouvelle. On Bon. l'attendait, la Galaxy Ring. Attends un peu, c'est un. Comment elle s'appelle? Elle n'est pas disponible au Canada. Ça, c'était ma première déception. Il semble que Ouais. l'équipe de Samsung travaille très fort pour l'amener au Canada bientôt. Et l'autre nouvelle, c'est qu'elle va, pour l'instant, en tout cas, être compatible uniquement avec les téléphones Samsung. Fait qu'on parlait d'environnement fermé. Bon. Dans On ce se fait un autre cas-ci, écosystème. elle va coûter Mhm. 400 $. Ça, c'est 400 $, si je ne me trompe pas, américains, pour une bague qui demande d'avoir un appareil Samsung. Si jamais tu changes d'écosystème, tu es un peu coincé. Et ça, je Oh, ne suis c'est pas cher aussi, sûr. hein? Ouais. J'adore ça, exactement. Et justement, pour vous donner une alternative, je vais vous parler de la bague circulaire que j'ai au doigt en ce moment, Ouais. qui est très chouette et qui est française. Fait que ça va être une petite option. C'est ça que je voulais là-dessus. L'autre chose aussi Bon. que je voulais te dire, c'est que j'ai pris peu de notes des annonces parce que j'ai pas eu d'informations qui m'a j'ai pas été renversé, j'ai pas été surpris par les annonces. Comme tu Mhm. l'as mentionné, on a parlé des nouveaux téléphones pliables, la nouvelle génération des téléphones pliables, dont le Z Flip 6. Mhm. J'avais fait l'essai du Z Flip 5. C'est celui qui est comme les bons vieux flips d'antan. Ouais. Un téléphone qui est Téléphone à rabat. compact, un Mhm. téléphone à rabat qui se déploie pour avoir un écran de 6,3 pouces de diagonale. Il va être offert en gris, bleu, menthe et jaune. Le jaune risque d'être assez amusant. Euh, Jaune-vert, là, ouais. il n'est pas compatible avec DeX. Ça m'a surpris. Le petit, Mhm. tu le branches dans un écran et un clavier, tu ne peux pas le transformer avec un ordinateur. Je me demande pourquoi. C'est un peu étrange. Quand tu le déploies, ça devient un écran de 6,7 pouces. Beaucoup de gens ont dit qu'il était très, très semblable. Je pense qu'il y a beaucoup de mêmes composantes à celui du Z Flip 5, que j'avais beaucoup aimé, je le répète. Il est à partir de 1463 canadiens. C'est pas donné pour cet appareil-là. Euh, il a évidemment la nouvelle puce Snapdragon génération 3 C'est Snapdragon optimisée. 8, génération 3 pour C'est ça, Galaxy. 8 pour Ouais. Galaxy. Pour Galaxy. Tu as entièrement raison. Il y a la grosse nouveauté sur ce téléphone-là, en fait, il y en a 2, c'est qu'on a augmenté la batterie à 4000 mAh, ce qui lui donne une meilleure autonomie. Et on a aussi revu son appareil photo à l'arrière pour faire 50 mégapixels, ce qui est comme généreux. Cela dit, la fiche technique est vraiment extrêmement similaire sous le capot là, à celle du Z Fold 6. Donc, tu fais bien de souligner pourquoi il n'y a pas de DeX sur le Flip 6. C'est strictement probablement une question de pousser les gens plus à aller vers le Fold 6, qui est un petit peu plus mince, un peu plus élégant. Écoute, c'est une question de point de vue, évidemment, par rapport au Z Fold 5. Mais lui aussi, même chose, Snapdragon 8 génération 3 pour Galaxy. Donc, il y a un petit twist là-dessus. Ça donne. Cette puce-là a un NPU, on en a déjà parlé, là, un processeur neuronal qui permet d'avoir des applications comme Galaxy AI. On a beaucoup parlé de Galaxy AI durant la conférence. Entre autres choses, ça permet de prendre des photos. Je pense pas que c'est de l'intelligence artificielle, mais ça permet de prendre des photos en faisant ça de la main. Oh là là. Vous pouvez le voir si vous voyez à Ça, l'écran. Donc, en faisant une espèce de salut à distance, la photo, le une petit poignée roteur de se main. déclenche.
Et oui, c'est ça. Ouais, On pouvait le faire avant sans intelligence artificielle. Il y a pas de... exactement, c'est pas un argument, mais on peut aussi compter on peut sur le Z Fold 6 qui est plus gros, là, je vais vous le dire, il y a un écran de 6,3 pouces quand il est refermé, et là, on le déplie en deux à l'horizontale. Et là, on a un écran plus carré, plus tablette de 7,6 pouces. Et sur cet écran-là, on peut aussi, avec un stylet griffonné ou avec un doigt griffonné dans un document de notes et demander à Galaxy Eye de nous améliorer le dessin. Et là, clairement, il reproduit de façon plus numérique, disons. Si vous dessinez un chat, ben, vous voyez, imaginez un chat maintenant dessiné avec un ordinateur plutôt qu'avec un crayon. Donc, il y a des petites applications comme ça. Sinon, au niveau mécanique, écoutez, que dire de plus? Il y a 12 gigaoctets de mémoire vive. On a du stockage de 256, 512 gigaoctets ou d'1 téraoctet. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le Z Fold 6 a un téléobjectif de 10 mégapixels en plus des deux autres qui partagent avec le Z Flip. Et son prix, ben, Son évidemment, prix. juste dire avant ça, il y a 4400 mAh de batterie. Donc, c'est quand même pas un appareil qui est dénué d'intérêt. Mais là, évidemment, j'ai pas son prix sous la main, mais il est hors Ah, de je prix, le l'ai Z Fold ici, je 6. l'ai ici. Écoute, c'est ça, comme tu dis, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, c'est simplement qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de C'est une grosse mise à niveau par évolution. rapport au Z C'est Fold une 5. mise à niveau assez Mhm. classique, 2564 canadiens. La Voilà. version avec 512 gigs de stockage, pour ceux qui veulent la totale, elle est 2700 $. Ça, c'est le Z Fold 6, celui qui s'ouvre comme un livre. Le Flip Exactement. s'ouvre comme un téléphone à rabat. Le Fold s'ouvre comme un livre. Presque 3000 $ canadiens avec les taxes. Évidemment, vous pouvez le réserver tout de suite. Il y a, je crois, des rabais pour ceux qui le précommandent. Il va être disponible très bientôt. On a aussi parlé des nouvelles montres, la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra. Et j'avoue que Ouais, la ben Galaxy, ouais, ouais. c'est là où on se rapproche un peu de ce que Apple fait en divisant en deux ses montres. En fait, Apple Watch, ben, on a rendu à la série 9, là, mais c'est pas la même, c'est un peu le même principe. Écoute, la Galaxy Watch Ultra est clairement une version plus robuste de la montre, plus gros boîtier. On parle d'un cadran de Mhm. 47 mm, Ouh. résistante, ben, comme la Watch 7 a beaucoup des mêmes choses, notamment un processeur Exynos W1000. Là, je vous laisse figurer ce que ça veut dire, mais c'est un processeur qui est plus puissant et amélioré par rapport à la génération précédente, qui était le Exynos W930 de mémoire, qui est un petit peu plus puissant. Donc, on peut imaginer que la montre va être un petit peu plus durable dans le temps pour faire rouler des applications. Il y a une grosse batterie dans la Watch Ultra de 590 mAh, ce qui est quand même pas rien. Je ne sais pas ça donne quoi comme autonomie. J'ai pas eu l'occasion. J'ai touché la montre, mais j'ai pas joué avec assez longtemps. C'est une montre qui est donc plus grosse, faite en trois versions, en boîtier en titane blanc, noir ou gris. Hmm. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il y a les mêmes capteurs, étonnamment, que le Galaxy Watch 7, accéléromètre, gyromètre, tout ça, mais il y a une meilleure précision de la lecture de signes vitaux qu'on promet sur cette montre-là, et il y a une résistance à une pression de 10 atmosphères. Donc, peut aller très, très creux dans l'eau, et peut aussi être très précise à une altitude de 9000 mètres. Donc, c'est une montre qui est prête pour aller sur l'Everest, pour ceux qui Oui, s'intéressent. oui, tout à fait. Et la Galaxy Watch Ultra va être vendue au Canada au prix de 880 $. Ouais. Donc, on a découvert qu'il y avait un filon. Là. Les montres Garmin, les montres Polar, les montres Suunto qui coûtent très cher pour les sportifs ont de la concurrence dans ce créneau-là. Clairement, l'avantage de la Watch Ultra, c'est que ça vient avec le système Wear OS de Google. Donc, on a des applications Wear OS qui permettent de faire plus que juste la base de suivi de santé, et ainsi de suite. Là, il y a beaucoup de divertissement et de connectique qui vient avec. Mais à ce prix-là, il faut vraiment la vouloir, la montre. J'ai hâte de voir à quel point Samsung va pousser un peu comme Apple l'a fait avec l'Apple Watch Ultra, là, va pousser vos applications spécifiques dans des créneaux très nichés de courses, de natation, et ainsi de suite. Mais pour les gens qui veulent payer moins cher, bien évidemment, il y a la Watch 7, la Galaxy Watch 7, qui a les 410 en version 40 mm et 450 en version de 44 mm. Il y a aussi une Galaxy Watch FE qui est à 280 qui est un peu moins cher. Dans tous les cas, on a le même processeur, une norme d'étanchéité IP68. On a moins de batterie, cela dit, mais tout ça fait que la montre est plus réactive que les Galaxy Watch précédentes. Il y a une version Bluetooth, il y a une version LTE, donc on peut la connecter aussi à un réseau cellulaire. Ça coûte des sous nécessairement. Mais je peine à voir le marché de cette montre-là, s'il est très gros et à quel point on innove avec ça. Il y a clairement de la concurrence qui s'en vient avec la Pixel Watch 3 aussi. Donc, c'est un créneau assez compétitif. J'ai eu droit à une démo de la Watch 7 et il n'y avait pas grand-chose à présenter de nouveau sur l'appareil. Donc, il faut vraiment avoir besoin d'une nouvelle montre.
Euh, Avoir envie d'une nouvelle montre. Si vous sentez l'absence d'émotion dans ma voix quand je parle de la Watch 7, c'est que je peine à trouver. C'est pas des montres durables. À date, les montres Wear OS que j'ai essayées n'étaient pas très durables et coûtaient très cher. Donc, j'ai de la misère à dire ah, celle-là va vous durer 8 ans, donc allez-y, parce que j'ai pas encore la preuve que ça se peut. Alors que les Apple Watch que j'ai vus à date, il y a encore des séries 2, 3 qui sont en marché depuis 6 ans, que les gens utilisent et qui fonctionnent encore très bien. Donc, c'est un peu ça la différence pour moi entre les deux écosystèmes, en dehors de tout le reste, évidemment. Donc, c'est un peu difficile à voir, mais à suivre. Samsung aussi, je finis ça rapidement, a aussi présenté les écouteurs Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Les deux sont des écouteurs boutons intra-auriculaires, donc il y a une annulation du bruit passive et il y a aussi une annulation active dans les deux cas, mais elle est meilleure dans le cas des 3 Pro parce que c'est Pro, hein, on ne peut pas C'est niaiser beau. avec ça. Les 3 Pro ont un haut-parleur en 2 morceaux. Il y a le haut-parleur et il y a aussi un tweeter planaire, donc une façon de découper les fréquences qui va probablement créer un meilleur son. On propose aussi il l'appelle le Samsung Audio 360, ce qui, j'imagine, est l'équivalent d'un Dolby Atmos ou d'un audio spatial dans certaines autres marques Spatialisation. d'écouteurs. Écoute, on a revu, la grosse affaire avec les Buds 3, c'est qu'on a revu le design. Vous savez, avant, Samsung, il faisait des écouteurs qui étaient des petites, comme des petits boutons, littéralement. Et là, on a ajouté une tige pour le micro, comme les AirPods, comme la plupart des autres écouteurs. Donc, clairement, on vient à un design qui, de plus en plus, ça s'en vient universel. Et ce sont des écouteurs Bluetooth, donc ils sont fonctionnels avec n'importe quel appareil mobile. Et même l'iPhone, évidemment, il y a l'application Samsung qui vient avec, qui permet de paramétrer l'égalisateur, qui, elle, est strictement Android, cela dit. Mais pour ceux qui s'intéressent, il y a tout l'écosystème haut de gamme de Samsung qui a été renouvelé cette semaine. On va probablement, j'espère, je me croise les doigts, parce que là, on n'a pas pu y aller. On était supposé, puis ça n'a pas marché. Écoute, étonnamment, on aurait pu y aller tous les deux à Paris et pour toutes sortes de raisons, on n'a pas pu ni l'un ni l'autre. Ça n'a pas fonctionné, on s'excuse, mais si on a l'occasion de mettre la main sur les appareils, on pourra les essayer et vous donner plus d'informations. Mais c'était ça qui était présenté cette semaine à Paris. C'était la grosse nouvelle. Je regardais les agrégateurs de nouvelles technologiques aux États-Unis, au Canada anglais, et les gens n'en avaient que pour Samsung cette semaine. Donc, clairement, c'était ça l'actualité de la semaine dans le monde technologique. Et ça se résume, vous avez vu, là, en quelques minutes à peine. Donc, c'est ça. C'est ça la semaine dans les technologies, mon cher ami. Et si jamais vous avez des commentaires ou des choses qu'on aurait pu rater, n'hésitez pas à nous écrire. J'aime ça quand on reçoit des courriels des gens qui nous disent « Vous avez oublié ça, vous avez oublié ça, vous auriez dû parler de ça, tel détail m'intéresse. » Et je me permets de le dire, la montre Pro de Samsung, je la trouve jolie. Plus que la Apple Watch Pro. Ils ont aussi des cadrans très colorés, exclusifs, qui sont pas mal cool aussi, effectivement. Mais ça ressemble beaucoup je vais dire à ceci, l'Apple Watch Pro. le cadran de la Watch Ultra, il est rond, comme un cadran de montre. Alors, c'est sûr que c'est un plus sur l'Apple Watch Ultra qui est toujours aussi rectangulaire. C'est peut-être une question de goût rendu là, mais effectivement, une montre au cadran rond, c'est pas mal plus le fun. Mais dans un cadre carré, moi, je trouve ça fantastique. Le fait que ça fasse comme les montres, il y a un petit côté, instrument d'avion. Oui, exact, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça, de mettre on a voulu aller chercher ce design-là. Un cadran rond dans un boîtier plus carré. Je trouve que ça vient me chercher, moi qui aime les montres. Excellent. Ça fait le tour des actualités pour cette semaine. On va prendre une courte pause. Je vais enlever le casque Vision Pro que j'ai sur la tête pour vous le montrer plus physiquement, n'est-ce pas, à la caméra de mon ordinateur. Et on continue avec ça. Donc, tout de suite après ceci, une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Je ne sais pas si je sonne différemment parce que je suis de retour dans mon environnement habituel avec mon micro, mon filtre qui, j'espère, fait le meilleur job que la semaine dernière. Et ton vrai visage? Mon vrai visage. Et là, ceux qui nous voient en vidéo voient que j'ai un petit peu de roue au niveau du front. C'est que je viens d'enlever la Vision Pro, le casque Vision Pro de ma tête. N'est-ce pas que j'ai porté dans les dernières 20 quelques minutes qu'on a fait le premier segment. Et ça finit à la longue par forcer, mais le casque, je vous dis pas n'importe quoi, je l'ai, il est là, il a l'air de ça. C'est un bidule qui se porte. Écoute, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce que Vas-y, on va parler. À côté, mais parlons-en. Je l'ai depuis quelques jours. Ton essai, tu l'as, voilà. C'est un casque qui, vous l'avez probablement entendu dire, est en vente au Canada à partir du 12 juillet. Donc, soit maintenant, si vous nous écoutez aujourd'hui, ou plus tard, ou en tout cas dans le passé, ou en tout cas ces jours-ci, entre dans le marché canadien.
son prix de base est de 4 999 donc 5 000 piastres. Ça, c'est de base avec 256 gigaoctets de stockage. Mais on peut avoir une version à 512, puis je pense qu'il y a une version à 1 téraoctet aussi de stockage qui, les deux, coûtent évidemment plus cher. Donc, on peut payer cher pour cet appareil-là. La première chose que tout le monde dit, c'est ça, il est bien cher, puis c'est correct. Ça n'enlève rien à la technologie. Mais je vais dire ceci, le casque HoloLens de Microsoft coûte aussi 5 000 et j'entends personne dire que c'est cher. Oui. Parce qu'évidemment, personne n'est intéressé par le HoloLens. C'est ce que je comprends. Ben, c'est aussi un appareil industriel. C'est aussi un On a trouvé appareil des pour le applications industrielles. travail. Voilà. Donc, le casque Vision Pro se veut pro aussi, mais Ben pro voilà, plus c'est graphisme, créativité, plus coopération dans une usine, par exemple. Je voilà, pense que la le différence étant que HoloLens, Microsoft est déjà très B2B dans ses opérations et on voit les applications du HoloLens dans un garage, un concessionnaire, des choses comme ça. Donc, puis là, ça sonne naturel. Puis le casque est très industriel dans sa confection aussi. Alors qu'Apple étant Apple, on vise plus le bureau, le col blanc, le travailleur de l'information, quitte à être même le télétravailleur ou le travailleur mobile. Avec un casque qui est fait de très jolis matériaux, la bande élastique en tissu derrière qui tient bien, qui est douce, qui n'est pas très agaçante. Le boîtier à l'avant est en alu, en verre. Je suis sûr qu'il y a des vidéos où il y a des gens qui ont essayé de le tirer en bas d'un troisième étage puis qui s'est fracassé. Puis ils ont fait ah, ce casque est fragile, mais je ne vois pas personne qui va fracasser son casque. quoique, il n'y a pas eu des gens dont l'écran craquait ou Je pense que ça a quelques été personnes. dans les premiers exemplaires. Je ne peux pas dire qu'il est. Il J'ai n'y a pas une entendu situation où en ce d'autres. moment je l'ai porté, je fais oh, j'ai peur de le casser. Il y a des gens, je pense, qui vont probablement essayer de le porter à vélo. Il y a des gens qui vont le porter dans la vraie vie parce qu'on voit toujours à Ah là travers le là. casque les caméras. Il y a des Oui. caméras vers l'avant du casque qui pointent vers devant soi et qui nous renvoient dans l'écran du casque ce qui est devant nous. Donc, c'est comme si on avait des lunettes, d'une certaine façon, des lunettes de ski. On s'entend, c'est pas un Ben, écoute, appareil ça qui est ressemble à compact. des grosses lunettes de ski. Il faut que je le Euh, dise. On dirait des grosses lunettes de ski. Voilà. Les caméras dans l'écran devant, donc qui pointent vers l'extérieur devant soi sur le casque, ont été créées. C'est une solution de réalité augmentée qui a été créée par une compagnie québécoise qui s'appelait Vervana, qui a été rachetée par Apple en 2017. Ils avaient créé un casque qui s'appelait le Totem. Et ils ont travaillé ensuite avec Apple pour l'intégrer au Vision Pro. Et c'est ce qui permet, à mon avis, c'est une grosse, grosse partie de la magie de ce casque-là. C'est d'avoir réussi à intégrer l'environnement autour de soi et d'ajouter à ça du numérique qui crée une réalité augmentée, réalité mixte qui est extrêmement convaincante. Ceux qui ont vu tantôt le début de l'émission en vidéo où j'étais l'espèce d'avatar de moi-même et tout ça, cet avatar-là duquel aussi on voit les mains, parce que la caméra devant le casque filme aussi les mains. Donc, en plus de son visage, on peut mettre nos mains dans des environnements virtuels. Ce personnage-là, chaque personne qui a une Vision Pro a son propre personnage et on peut réunir ces gens-là dans une pièce virtuelle physiquement. C'est-à-dire qu'on peut créer, par exemple, une salle de conférence où 4, 5, 6, 7, 8 personnes sont assises autour d'une table, mais chaque personne occupe un espace, un véritable espace dans cet environnement virtuel-là, comme si c'était des vraies personnes dans une vraie salle de conférence. Donc, quand on parle d'une personne, même virtuellement, on regarde l'avatar de cette personne-là. Donc, dans la pièce virtuelle, les gens regardent les gens à qui ils parlent. Donc, ça rend le virtuel extrêmement concret. C'est vraiment une expérience spéciale. Dans une salle de conférence, on peut s'asseoir tous en rond. On peut aussi créer une salle de présentation où on est tous devant le même écran avec un film, une série Ted Lasso, par exemple, d'Apple TV+, Disney+, aussi, la vidéo de son choix, une présentation PowerPoint. Donc, les applications comme ça de rencontres virtuelles sont extrêmement bien faites. Et clairement, je pense que c'est vers ça qu'Apple veut aller avec son casque, de dire, ben, il est cher, il s'adresse à une clientèle qui a les moyens et probablement même une clientèle d'affaires en entreprise ou pas, qui veut justement se réunir comme ça sans tous être à la même place, comme s'ils étaient à la même place. Et ça fonctionne assez bien. Ça, c'est la qualité immersive de l'appareil. Ce qui est le fun avec Apple, c'est que comme on a un écosystème très fort, ben, on en a profité avec ce casque-là. L'interface logicielle, c'est comme l'écran de iPhone qui apparaît devant soi dans les airs. Donc, il y en a des icônes qui sont rondes, par exemple, les icônes flottent des applications. Et là, on choisit celle qu'on veut. On clique du doigt de l'index et du pouce pour faire comme un clic de souris ou comme pour taper sur l'écran. Et ça ouvre l'application. Il y a quelques centaines d'applications natives sur le casque Vision OS. Elles ne sont pas toutes nécessaires, pas toutes très bonnes. Il y a beaucoup d'applications redondantes. J'ai trouvé la suite Office. Il y a Teams de Microsoft, il y a Word de Microsoft, Zoom est natif, WebEx est natif. La suite d'applications d'Apple aussi, de bureautique, là, Mail, tout ça, Safari. Il y a des jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ont été portés de l'environnement du Quest de Meta. Donc, il y a des jeux qui sont portés rapidement, mais dont l'interface n'a pas été ficelée
pour fonctionner correctement avec l'environnement du casque qui s'appelle Vision OS. Et là, ça fonctionne moins bien. Mais ce qu'on voit dans ces environnements-là, c'est qu'on a quand même tenté de pousser un peu plus loin l'interface gestuelle. Parce qu'on peut faire un minimum en ce moment avec le Vision OS, avec ses doigts. On peut cliquer, on peut zoomer in et out en pinçant des deux mains. Je pense qu'on peut double taper ou on peut taper longtemps. En tout cas, il y a des trucs. Et là, ce qu'on a créé dans certains jeux, ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait utiliser le majeur et le pouce plutôt que l'index et le pouce pour créer un deuxième type de clic. On pouvait aussi lever les paumes, faire aller les pouces, et là, on crée d'autres formes d'environnement. Donc, on sent que cette interface-là va beaucoup évoluer dans le temps. Et ça, je trouve ça très le fun parce qu'Apple, clairement, s'est commis en disant on a le casque qui est là, mais c'est quelque chose qu'on voit à long terme. Donc, on s'attend qu'il va y avoir des casques plus abordables qui vont nous permettre d'accéder à l'environnement. Et quand ça va être plus raffiné, ça risque d'être une offre assez intéressante. Je parlais des applications natives. On a aussi dans l'App Store du Vision OS, du Vision Pro, un onglet pour les applications d'iPhone et iPad compatibles avec le casque. Et ça, il y en a 1,5 million. Et là, j'ai trouvé Slack, j'ai trouvé des jeux. Il y a un jeu une espèce de SimCity pour construire des villes. Là, on est comme dans les airs au-dessus de la ville, puis on construit notre ville. C'est assez cool. C'est sûr qu'il y a ces environnements-là conçus pour un écran 2D qui apparaissent dans le Vision Pro, apparaissent comme des fenêtres flottantes en 2D. Donc là, on triche un peu parce que ce n'est pas immersif. Mais c'est quand même utilisable. Et dans un contexte où on est au bureau et on veut travailler de façon virtuelle, ben là, on peut avoir toutes les applications qui sont sur un téléphone ou sur un iPad qu'on aurait normalement au bureau dans son environnement immersif, en plus de celles qui sont déjà natives. Donc, ça compense. À ce niveau-là, je trouve qu'Apple a fait un meilleur job que Meta, qui partait un peu de zéro avec son casque Quest et qui est très axé sur le jeu en réalité virtuelle. Alors qu'Apple, dès le jour 1, la partie plus travail informatique est très bien couverte. Dans les applications qu'on va chercher sur iPad et iPhone, elles ne sont pas toutes là. Il faut que le développeur les approuve. Donc, il n'y a pas Messenger, il n'y a pas Facebook. Google n'a pas mis ses applications non plus. Donc, il y a évidemment c'est pas entièrement complet l'environnement applicatif, mais j'ai trouvé meilleur que ce qu'on disait. Parce que la première critique, c'est « Oh, il n'y a rien comment faire sur le casque », mais c'est pas vrai, il y a plein de choses qu'on peut faire. La première chose que j'ai faite, j'ai écrit mon texte pour le devoir sur l'appareil, dans Word, devant moi, avec le casque. J'ai jumelé un clavier par Bluetooth, donc je pouvais écrire. J'avais dans le coin là une fenêtre de RDS, l'application RDS pour iPhone, mais dans le casque qui flottait en haut à gauche dans mon champ de vision. À droite, j'avais mes courriels, j'avais un navigateur Safari, j'avais Slack. Je veux dire, c'était assez le fun comme immersion, mais ça demande une grosse adaptation parce que taper sur un clavier, on ne sait pas trop, on ne voit pas son environnement, on regarde à des places, parce que nos yeux, c'est le curseur de la souris, l'équivalent. Et quand on regarde ailleurs, ça s'en va dans l'application. Donc, on peut rapidement s'y perdre et faire des mouvements qu'on ne penserait pas à faire, fermer des applications par erreur. Oui, c'est parce pas qu'il faut que tu 100% apprennes. C'est ça, il faut que tu apprennes. J'imagine que tu peux fermer ton environnement extérieur. Par défaut, tu vois au travers. Oui, bien là, tu as tes différents. lunettes, Tu as des environnements tu où vois ton environnement. tu sais, l'appareil comme tel, le casque, il y a un bouton et une couronne, la même couronne que l'Apple Watch. Et tu peux tourner la couronne et là, ça varie ton degré d'immersion, soit pour justement voir ce qui est autour de toi comme si tu avais des lunettes, ou alors ça masque le fond avec un environnement virtuel qui est un paysage quelconque. Là, effectivement, tu ne vois rien. Mais tu restes quand même dans un environnement numérique immersif. Et ça, j'ai trouvé ça bien ficelé aussi. On laisse les gens décider comment ils veulent. Le casque fait 600 quelques grammes. Il n'est pas lourd, mais si on le serre moindrement trop, si on n'a comme pas la tête idéale, ça finit que ça. Ben là, si vous voyez, ça marque, mais ça vient aussi un peu pesant. Ça peut aussi donner mettre une pression qui, à long terme, n'est pas super le fun. Là, je lisais des critiques de gens qui l'ont essayé aux États-Unis pour comparer ce que je pensais de ce qu'eux pensaient. Puis là, les gens sont comme, mais on ne peut pas le porter pendant 14 heures de temps. Puis comme, wow, du calme, les amis, là, c'est pas fait. Je suis Peu pas sûr importe que ce que tu veux. vous utilisez, c'est ça. Il faut prendre une pause. Sinon, à toutes les heures, au minimum à toutes les 2 heures de 10, 12, 15 minutes. Et ça tombe bien. Et là, je vais façonner ça comme si c'était positif, mais la batterie, l'autonomie du casque Vision Pro est de 2 heures. C'est pas beaucoup. C'est clair que c'est un défaut, mais en même temps, au bout de 2 heures, il faut arrêter de l'utiliser. Il faut prendre une pause. Peu importe ce que vous faites, même sur une tablette, même sur un téléphone, il faudrait arrêter aux 2 heures. Donc, prenons ça comme un signal qu'il faut prendre une pause. Cela dit, comme c'est un casque qui est surtout conçu pour des expériences immersives statiques, c'est facile de le brancher dans le mur en permanence et de l'utiliser toujours branché. Je vois personne qui va mettre la batterie dans sa poche qui va partir se promener dans sa maison, sauf les espèces de geeks qui veulent prouver que c'est faisable, mais ça, c'est pas une bonne approche. On n'est pas rendu là encore à cette technologie-là, donc elle ne sert pas à ça. Et le bloc de pile, il est à part. Il n'est pas intégré au casque. Et ça, c'est l'autre truc, c'est que la batterie, elle est à part. Tu le dis bien, elle est grosse comme un iPhone à peu près.
et elle n'est pas amovible. Le fil, il est comme dedans. Là. On ne peut pas la débrancher puis mettre, mettons, une deuxième batterie. Par contre, il y Ça, a un c'est port bizarre. USB-C à côté du fil, et là, on peut brancher une autre source d'alimentation, que ce soit une batterie externe, ou une deuxième batterie, tu sais, ou qu'on branche directement dans le mur. Donc, c'est un défaut, mais moi, j'ai pas trouvé ça bien grave. Ce qui est agaçant, c'est que le fil pour le brancher dans le mur n'est pas très long. Et Non. ça se porte à gauche. La batterie se porte à gauche. Fait que si la prise est à droite, tu passes devant toi, tu es pris dans ton fil tout le temps. Donc, au niveau de l'ergonomie, là, on aurait pu trouver quelque chose de différent. Je vais dire ça comme ça. Ça reste une limite, et c'est certainement quelque chose qui va être corrigé dans les versions à venir. Allez savoir. Bon, évidemment, à partir de là, qu'est-ce que je peux vous dire? À quoi sert ce casque-là? Je pense que ça, c'est la première question qu'il faut se poser, parce que là, évidemment, il y a l'attrait de la nouveauté et tout ça, mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter un casque de 5 000 si vous êtes tout seul dans un appartement qui n'a aucune insonorisation et que vous aimez regarder la télé, écouter de la musique, aller sur Internet, jouer à des jeux, et vous faites tout ça sur un téléviseur, sur un système de son, sur un téléphone, sur une tablette, qui ont toutes 14 ans d'âge, et que là, vous êtes dû pour tout remplacer, et que vous ne voulez pas faire de bruit, mais que vous voulez comme... Là, il y a une fenêtre d'opportunité, comme on dit en bon anglais, ou peut-être que ça vaut la peine parce que ça remplace tout ça. Mais ça reste un environnement fermé. C'est-à-dire que c'est dans votre tête, c'est devant vos yeux, mais vous ne pouvez pas vraiment faire ça à deux. C'est limité parce qu'il n'y a pas tous les jeux, il n'y a pas toutes les applications, pas tout ça. Et si vous êtes un travailleur mobile, il n'y a pas des applications de pointe pour travailler à distance sur le casque ne sont pas toutes disponibles. Il y a deux affaires. On peut, si on a un MacBook, regarder son Mac et faire surgir le desktop de son ordinateur dans l'espace devant soi et là, contrôler son ordinateur à distance dans cet environnement-là. Donc là, on peut aller chercher des applications qui ne sont pas natives sur iPad ou sur Vision Pro ou sur iPhone et les utiliser dans cet environnement-là. C'est pas super naturel, c'est pas super plaisant, mais ça se fait. L'autre truc, c'est que si vous l'utilisez, puis il y a du monde autour de vous, des vraies personnes dans la même pièce que vous qui veulent vous parler, le casque automatiquement les détecte et les fait surgir dans votre espace virtuel. Donc là, il y a une espèce de vide qui se crée dans votre champ de vision, et là, la personne émerge. De l'autre côté, la personne, ce qu'elle voit, c'est il y a l'écran, l'espèce d'écran en vert sur le Vision Pro devient un affichage qui va afficher soit l'espèce de bande bleue qui bouge, qui veut dire « dérangez-moi pas », ou alors nos yeux apparaissent. Mais là, c'est une vidéo de nos yeux qui, un peu comme l'avatar de tantôt, on disait uncanny l'autre jour, c'est un peu étrange. On est comme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a un petit malaise bizarre qui apparaît. Donc, ça rend ça un peu... clairement, on entre dans un nouveau monde. Est-ce que c'est bon ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est au minimum amusant. Donc oui, c'est pas un casque qui est pour tout le monde. Ça, c'est entendu. C'est un casque qui est vraiment pour des gens... Je pense, regardez, les chiffres de vente sont pas très... Les projections sont pas très élevées non plus. Donc, j'ai l'impression qu'on veut surtout aller chercher les gens qui vont amener d'autres gens éventuellement à s'acheter une version plus abordable. Oculus, avant d'être acheté par Meta, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Et le Quest 2, qui est le premier casque qui valait la peine dans cette gamme-là, est peut-être le 4e ou 5e casque de cette gamme de casques-là qui ont été mis en vente avant que ça devienne quelque chose de grand public. Et là, on a un Quest 3 qui n'est pas si mal, qui coûte 650 $, mais qui n'est pas aussi raffiné à tous les niveaux que la Vision Pro. Donc, j'imagine que dans 2-3 ans, la conversation va avoir beaucoup changé par rapport à ça, avec un casque, mettons, un Vision tout court, ou un Vision 2 qui sera, mettons, 650 $ lui aussi, je ne sais pas, et qui sera certainement assez polyvalent, mais plus abordable et plus intéressant pour le grand public. Donc, on est là par rapport à ce casque-là. Est-ce que dans quelques années, on va dire que c'est rien, ça va être rendu 1000 $ et puis tout le monde va se promener avec ça dans la rue? Je ne sais pas si on veut sortir de la maison avec ça au visage. Évidemment, ça prend une connexion Internet pour fonctionner. Donc, ça prendrait un jumelage avec son iPhone ou avec un téléphone ou une source Internet. Peut-être qu'on va vouloir chez Apple utiliser l'écosystème pour mousser un peu, type l'avatar, entre autres, qu'on crée avec ce qu'ils appellent le persona, là, qu'on crée avec le casque. Peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser sur iPhone. Ça va donner une espèce de personne, d'icône, de face partout dans l'univers Apple, je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment on va le créer autrement qu'avec le casque, parce que pour le créer, ce que ça prend, c'est qu'il faut prendre le casque, l'ôter de sa tête et le pointer devant soi à l'envers. Et là, les caméras du casque nous regardent. Et c'est un peu comme quand on configure Face ID sur iPhone. Là, ils nous voient. Là, on regarde des deux côtés, en haut, en bas, on ferme les yeux, on sourit.
Et là, il interprète, j'imagine, les muscles du visage, je ne sais pas trop, pour ensuite les réutiliser quand on le porte et Wow! qu'on s'exprime. Euh, c'est une belle technologie qui est définitivement extrêmement nouvelle. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Je ne pense pas que ça existe de cette façon-là nulle part ailleurs non plus. Donc, ça demande une certaine habitude, mais on pourrait vouloir chez Apple uniformiser cette création d'icônes, d'images, de notre propre photo d'utilisateur pour aller vers ça. Je me serais attendu à ce qu'on crée, parce que quand on crée, on peut créer un emoji, ou ça s'appelle ça un memoji là, sur les iPhones et tout ça, où c'est une version plus bonhomme animé de son visage. Je pensais qu'on serait allé vers ça avec la Vision Pro, mais on y va vraiment avec le réalisme le plus Oui, fidèle oui. possible. Et ça ouvre un autre monde, là, définitivement. Et comme on a Bluetooth et tout ça, on peut jumeler des accessoires. Donc, on imagine qu'il y a certaines industries qui vont se précipiter pour utiliser cet écosystème très réaliste pour offrir des expériences sensorielles, multisensorielles. Je suis en train de dire des affaires. Vous pensez que oui, je l'ai dit. Ça va arriver avec des objets, des jouets, des choses C'est sûr qui que, vont être bizarres, au minimum. écoute, oui, parce que juste le fait de voir comment tes mains sont reconnues, j'ose pas imaginer qu'est-ce que ça pourrait faire dans l'industrie de la porno, Ah, ben, c'est disons-le, ça, bel ça, exemple. Tout ce il qui est faut le dire. haptique, éventuellement, hein, rétroaction du toucher, tout ça là, pourrait effectivement bonifier l'expérience. C'est quelque chose qui va être assez terrifiant si c'est fait comme ça. Ah, Alain, je Une t'en Vision reviens un Pro. peu. Je Ben, risque écoute, c'est un beau d'essayer. casque. Je vais continuer à Ben oui. l'essayer. On en reparlera peut-être un jour. J'essaie d'installer Vision OS 2 qui est en bêta en ce moment. Il faut être développeur. Je suis cheap. Les deux ne vont pas bien ensemble. On en parlera peut-être un peu plus éventuellement parce qu'il y a beaucoup d'évolutions possibles avec l'interface, entre autres. Donc, à Et puis, suivre. je vais l'essayer si tout va bien la semaine prochaine. Fait que j'ai bien hâte de te donner mes impressions. Si tu as Voilà. des suggestions de choses à faire, tu me le diras aussi. Puis ceux qui en commandent un, dites-nous-le, écrivez-nous. On est très Oui, parce contents que de je savoir veux essayer pourquoi. la. Faut que j'ai des amis qui ont une Vision Pro parce que je veux faire l'expérience de salle partagée, là, soit que ce soit pour regarder un film ou jouer à un jeu, c'est peut-être pas aussi simple, là, mais faire vraiment une rencontre de groupe, ça vaut la peine d'être essayé, là, définitivement, c'est un bel environnement. Puis si jamais tu es sur place et tu as le temps de l'essayer, tu me feras signe, Pascal, on le fera Oh, ça au serait moins dans très ce drôle. Je contexte-là. te donnerai l'heure à laquelle je vais l'essayer et on pourra Excellent. se croiser. Génial. Quelques minutes pour parler de ma super Oui, bague? ben, c'est un bon sujet parce que clairement, il y a un créneau là, avec la Galaxy Ring, avec la Oura dont on a parlé il y a un petit bout de Ben temps. oui, la Ultra Human aussi, qui est une Ouais. montre indienne qui permet de mesurer son activité physique avec son doigt. Pourquoi? Ben parce que c'est le fun de mesurer son sommeil sans avoir un bracelet au poignet. C'est un peu inconfortable pour le faire. La bague circulaire se veut la plus mince du monde. Elle n'est que 2,5 mm d'épaisseur. Euh, Honnêtement, je sens pas une grosse différence. Les autres Oura et Ultra Human, c'est quoi, 2,5, 2,6, 2,7, légèrement, mais on parle de fractions de millimètre, c'est pas Ouais. beaucoup plus épais. Je viens de terminer mes 2 semaines qui sont nécessaires pour calibrer la bague pour qu'elle puisse nous donner des statistiques adaptées, entre autres détecter notre chronotype. Ça me dit quand est-ce que j'ai un bon pic pour me concentrer, quand est-ce que j'ai un bon pic pour travailler efficacement. C'était plutôt juste parce que hier, j'étais en train de me dire, ah là, j'ai plein d'idées, tout va bien, puis ça vibre, et ça me dit, hey, c'est un bon moment pour te concentrer. J'ai dit, tu viens de m'interrompre. Alors que c'était fantastique, il a détecté cette activité-là. Ça permet de faire un suivi d'entraînement, ça permet de mesurer son sommeil, je le répète, sans bracelet. Ce que j'aime beaucoup, 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 écoute, juste pour dire, il y a le moniteur de fréquence cardiaque, de température dedans, même si c'est tout petit. On a un mode live qui permet de voir c'est français. On a un mode live qui permet de voir en direct l'information de sa bague. Très, très rigolo. Si on veut se détendre, se concentrer, si on fait une séance d'entraînement, on peut Mhm. poser son téléphone et voir en direct les informations de sa bague. La chose que j'ai trouvée particulière, ça mesure le nombre de pas, comme beaucoup de podomètres, sauf que ça a mesuré hier, selon ma montre polaire, j'ai fait plus de 20 000 pas et la bague n'en a détecté que 4 000. Ah, Fait qu'il y a quelque chose dans la mesure des pas que j'ai peut-être mal calibré. Quand je l'ai configuré, après quelques jours, on m'a dit quels sont vos cycles menstruels. J'ai dit, oh oui, je m'étais trompé dans mon oui. genre quand j'ai configuré. Fait que j'ai dû changer, peut-être c'est ça qui affecte la mesure, à vérifier si vous avez suivi des pas, je devrais vérifier pourquoi ça ne fait pas ça. L'affaire que j'aime le plus, c'est qu'elle vibre.
Et ça, Ah je oui, trouve ça génial. Pour te réveiller sans petite déranger rétroaction. quelqu'un, Mhm. tu as une rétroaction. Tu peux indiquer des rappels de médicaments. Tu peux avoir une vibration, tu peux mettre une minuterie. Je travaille beaucoup, beaucoup. Très bizarre, je ne sais pas si tu savais ça de moi. Je travaille beaucoup, beaucoup avec des minuteries. Je me mets un compte à rebours. Je me dis, je veux me concentrer, je veux travailler. Ben, Je je me le mets 20 soupçonnais, en minutes, fait. une demi-heure. Ouais, Ah, voilà, ouais. 45 minutes. Je me dis, j'ai une réunion dans 1 heure. Je me mets une minuterie. Ça vibre à mon doigt. Super bien. Encore une fois, j'ai trouvé que la synchronisation était parfois capricieuse. Le traitement des données, ce que je comprends, se fait dans les nuages. Tu vois une espèce de petite animation qui prend les données de ta bague. Donc, la bague doit se connecter au téléphone. Le téléphone doit transférer les données dans le téléphone, les envoyer dans les nuages, faire le traitement des données et ramener les données dans l'application. Fait que des fois, c'est pas super rapide pour avoir des données. Il y a plus d'une semaine d'autonomie sans recharge. C'est On aime ça. minuscule, là, c'est à mon doigt. Et là, pourquoi je ne l'enlève pas? J'aimerais ça te la montrer. Bah, c'est une bague, il y a des capteurs à l'intérieur. C'est juste que j'ai ma taille de doigt est juste légèrement trop petite. Donc, il faut que je l'enlève avec un peu de savon. Et sur mon petit doigt, elle est légèrement trop grosse. Puis le C'est soir, quand tes vraiment doigts là. sont enflés, elle s'enlève plus Et du tout. le soir, c'est plus difficile à enlever, c'est plus délicat. Ceci étant dit, ça marche assez bien. C'est pas Mhm. embêtant. L'autre avantage de la montre La bague, circulaire, c'est qu'il n'y a oui. pas d'abonnement. On dit qu'il n'y a pas Ah, d'abonnement, ça, j'aime contrairement ça. à celle de Oura. Oura, étrangement, sans abonnement, elle est très peu utile. J'ai cessé de la trouver intéressante. Je me dis, ah, je ne paierai pas mon abonnement. Les données sont très grossières sans abonnement avec la Oura. On dit qu'il n'y aura jamais d'abonnement avec la montre circulaire, sauf La que bague. la bague Ben oui, circulaire, tu je as fait deux lapsus, m'excuse, pardon. la bague, mais ça fait les mêmes fonctions qu'une montre. Mhm. Sauf pour les données avancées. On évoque un abonnement pour des données avancées. Et en ce moment, on a par exemple la possibilité d'activer des alertes si le rythme cardiaque est trop bas ou trop élevé, ou si notre taux d'oxygène est trop faible. On laisse entendre qu'il pourrait y avoir certaines fonctions plus avancées qui demanderaient un abonnement. Il y a des options qui parlent d'abonnement quelque Ah, part, et ça, éventuellement. Ouais. à partir de là, j'ai peur un peu que même s'il n'y aura jamais besoin d'abonnement pour les fonctions de base, qu'ils ne feront pas un petit changement comme ça, c'est à Toujours rendre surveiller. le. Oui, il faudra rendre la version payante plus attrayante. Donc, nécessairement. Exactement. Elle Mhm. est 400 $, ce qui n'est pas Ouf. donné non plus. Mhm. Elle est disponible en tout plein de tailles, chose que je vous conseille très fortement de faire, peu importe la bague que vous allez utiliser, prenez le kit d'essai. Vous dites, ah, je Ah oui, connais ma absolument. taille de bague. Oui, Prenez oui. le kit d'essai parce Oui, que oui. oui, les tailles sont standards. Si tu as tel type de bague, il y a des capteurs à l'intérieur. Essayez-le, regardez qu'est-ce qui vous convient, regardez dans quel doigt vous voulez la porter. Ouais, puis l'affaire d'une Ça fraction de vaut millimètre fait la différence des fois. Donc, c'est assez exactement. précis, là. Puis Mhm. la montre, par exemple, l'Ultra Human est légèrement trop grosse pour mon doigt. On parle de fraction de millimètre, un peu trop grande. La bague. Circulaire, la bague, Mhm. légèrement trop petite pour un doigt, légèrement trop grosse pour l'autre. C'est vraiment embêtant avec le kit. J'aurais peut-être pu trouver quelque chose plus adapté. Mhm. La Oura, c'est un peu la même chose. Elle est correcte pour mon doigt, mais c'est délicat. Puis il faut aussi aimer porter une bague. Je ne suis pas un gars qui porte des bijoux normalement. Une montre, oui. 2 montres, oui, mais une bague, non. Ceci étant dit, je trouve ça étonnamment agréable. En ce moment, j'ai un objectif de perte de poids, Alain. Oh, Ça paraît OK. dans mon visage. Oui, monsieur. Ben, t'as l'air top Et shape. Pourtant. ben, j'essaie, je te jure, mais j'ai pris un petit peu de gros, de gras. La Oh, bague m'aide gras. dans mes objectifs. Et ça, c'est une chose qu'il faut rappeler. Tous les gadgets comme ça d'entraînement ont un effet temporaire très fort. Mhm. Je vais faire ça, je vais perdre du poids, je vais C'est m'entraîner, comme un ça va me abonnement au gym, motiver. hein. Ça a un C'est effet comme un temporaire. abonnement au gym. Ouais. Tu t'abonnes, ça va durer quelques semaines, à moins d'être très motivé pour la plupart des gens. Je ne dis pas que c'est pas, ça ne marchera pas pour vous. Pour la plupart des gens, l'effet est temporaire. Fait qu'assurez-vous que si vous achetez Ouais. ça dans l'objectif de Est-ce que perdre du poids et tu tout, est-ce qu'elle est très graffinée au niveau du tu sais, de la paume de la main? Parce que moi, c'est souvent ça mon problème avec ces bagues-là, c'est que ça prend 2 semaines, puis là, c'est comme ici, là, c'est tout ouais. magané. Écoute, c'est drôle parce que dans les infos, la chose que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit cercle qui t'indique que la bague est dans la bonne position. Les OK, capteurs doivent être à l'intérieur de la main. OK. Oui, j'ai déjà commencé légèrement, ceux qui nous regardent en vidéo, légèrement, on commence à avoir un peu d'usure. On déconseille de l'utiliser si on utilise des poids et haltères au gym.
On sait que quand on utilise les poids et haltères, Ben, c'est la de la friction fonte de ou la c'est de barre, l'acier aussi, ouais, l'acier va frotter sur l'acier, fait que c'est pas conseillé de l'utiliser comme ça. Ils ont une version pro de la bague circulaire qui, elle, a une espèce de, capote de Ouais, il couverture faudrait qu'on peut ajouter une mettre espèce de par-dessus. protecteur, ben oui, ça fait une bague sur la C'est bague, là. une bague sur la bague, un petit truc en silicone pourrait être une bonne option. Je Ouais. suggère ça à Circulaire, si jamais vous voulez une petite capote en silicone qu'on pourrait mettre sur sa bague de base pour simplement la protéger pendant qu'on va au gym. J'ai pas trouvé que c'était inconfortable, mais oui, on sent qu'on accote, ceux qui portent des bagues le savent, là, il y a un contact du métal contre le Ben, métal forcément, ben oui. quand je fais mes pull-ups. Ouh! Le 30e, là, je Ben, sens même quand mettons, si tu fais du terrassement et là, tu transportes des roches, ça marque. oui. Les matériaux moindrement abrasifs vont finir par laisser des marques sur une bague, aussi solide soit-elle, parce que même des bagues en soi-disant titane de l'espace, graphite de l'univers, je sais pas quoi, Ouais. il n'y a rien de parfait, là, ça se marque, effectivement. Voilà, la bague circulaire, la bague connectée, très belle option si vous cherchez une bague connectée Voilà. qui va être compatible avec le iPhone et avec tous les téléphones Android, contrairement à celle de Samsung. Mhm. Attachez votre truc ici. On remercie nos partenaires. Voilà, ben oui, ça finit On le show, termine vas-y, comme ça. Pascal. Oui, Big oui, c'est bang. excellent. Merci TELUS. Merci Plan Hub. Mhm. Alain, je te remercie infiniment. Au plaisir de te revoir en Merci personne. Pascal Forget, j'en profite pour te nommer au complet parce que c'est aussi l'adresse de ton site web pour les gens Et qui veulent voilà, te lire. pascalforget.com. Alain, on peut te lire Mhm. dans le Devoir un peu partout. Mhm. On remercie C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue partout au Québec et dans le monde le podcast. Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. Passez une très, très belle fin de journée et à la prochaine tout le monde. Absolument. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour une autre tasse de tech.